Bonjour tout le monde, ici Jean-Thomas Morin, enseignant de français en secondaire 1 à l'école Lausias-le-Duc. On va revoir aujourd'hui le texte narratif. Texte narratif, évidemment, qui est un peu la base de tout. Dès que vous lisez une histoire, vous lisez un texte narratif. Vous êtes en confinement, on voit de nouvelles matières, je vais essayer d'y aller tranquillement. Vous allez voir, c'est quand même pas si difficile que ça. Ça a l'air à faire peur, mais c'est pas si pire que ça. Comme toute chose, le texte narratif consiste avant tout à raconter une histoire. Donc, le texte narratif, c'est une histoire, qu'elle soit véridique ou fausse, ou inventée par exemple. Le texte narratif, c'est une histoire avec des séquences d'actions. Donc, il y a des personnages qui font des actions dans le but de résolution de problèmes. Celle-ci peut être véridique ou fausse, comme je l'ai dit, et ça n'a aucune importance. Que ce soit une histoire vraie ou une histoire fausse, un texte narratif, c'est une histoire, point barre. Le texte narratif part donc de la prémisse que nous devons être témoins de l'évolution du personnage, donc personnage principal ou principal au sein d'une série d'actions, qui a pour but de rétablissement d'une cassure dans la situation initiale de celui-ci. Donc évidemment, comme n'importe quoi, quand vous racontez une histoire à un de vos amis, c'est parce qu'il s'est passé quelque chose. On ne fait pas juste raconter qu'on a regardé le mur pendant 3 heures, c'est pas intéressant. Une histoire, généralement, c'est parce qu'il y a une cassure, c'est qu'il arrive un événement qui produit une série d'actions où qu'on veut soit revenir à l'état initial, ou soit qu'on va aller dans un état, on veut rétablir la paix, comme on dit. Donc on va aller reprendre ce qui s'est brisé dans notre vie. Évidemment, quand je dis brisé, c'est pas obligé d'être quelque chose de bien grave, mais tout simplement qu'il arrive quelque chose dans ta vie ou qui va déclencher une série d'actions. Donc, dans le texte narratif, évidemment, le personnage va subir une cassure dans sa vie, dans son quotidien, dans sa situation initiale, pour ensuite déclencher la série d'actions. Évidemment, le texte narratif, c'est un texte qui est partout autour de nous. Dès que vous avez des romans à la maison, vous avez accès à des textes narratifs. Il y a plusieurs exemples de textes narratifs. Nous avons le roman, que tout le monde a à la maison, au moins un roman, j'imagine. La nouvelle. La nouvelle, là, en secondaire 1, souvent, des fois, on ne sait pas c'est quoi ce terme-là. On ne parle pas des nouvelles à TV lorsqu'on écoute TVA. La nouvelle, c'est une courte histoire qui, généralement, n'a pas de fin, ou s'il y a une fin, il va y avoir un rebondissement lors de ta situation finale. Le conte, évidemment, qui est une histoire avec des éléments fantastiques. Le mythe, ici, qui est une histoire où on parle de Dieu, généralement, qui est plus en rapport aux religions, aux différentes cultures que l'on peut trouver sur la planète. Et évidemment, la légende, ici, on parle du folklore. Folklore, c'est tous les éléments fantastiques qui est relié à une culture ou à un endroit précis. Donc, notre folklore québécois, on peut avoir le loup-garou, le bonhomme 7 heures, donc tous les personnages qu'on voit dans notre folklore au Québec font partie de nos légendes. Généralement, l'histoire va s'articuler autour d'une époque précise et avec un narrateur fixe. Une époque précise, c'est-à-dire qu'à moins qu'il y ait des sauts dans le temps, l'histoire va se dérouler d'un point A au point B dans un temps ou une cohérence temporelle. Donc, si on s'entend que le personnage va vivre des événements sur une série de plusieurs jours, si l'événement se passe en 2015, bien la fin des événements va être en 2015, ne va pas être en 2020. Donc, tout dépendamment du moment où tu vas lire le texte, la cohérence temporelle du texte est souvent respectée et très importante. Ensuite, quand on parle de narrateur fixe, il y a 4 types de narrateurs. Soit, évidemment, on a les externes et les internes, qu'on va voir un peu plus loin. Je ne veux pas vous mélanger, je ne veux pas aller trop vite. Et évidemment, donc, les narrateurs, c'est la personne qui va nous raconter l'histoire à travers l'écriture. Il y a 5 parties précises à un texte narratif. Donc, le schéma narratif comporte 5 parties très précises qui sont distinctes les unes des autres et qui sont regroupées ensemble dans ce qu'on appelle le schéma narratif, comme je viens de le nommer. Ce schéma-là représente la structure fondamentale commune à tous les genres de récits. Donc, toutes les histoires, on peut les regrouper selon les 5 parties du schéma. Donc, les 5 parties ont des fonctions qui sont évidemment respectées pour toutes les histoires que vous lisez ou que vous-même que vous écrivez. Elles doivent respecter ce schéma-là. Évidemment, donc, ici, on a les genres de récits, les contes, les pièces de théâtre, les romans, les mythes, les légendes, comme je l'ai dit. Toutes les formes d'histoire doivent respecter le schéma narratif. On va les voir ensemble. On commence avec la situation initiale. La situation initiale, ça présente un état d'équilibre.
L'état d'équilibre du personnage principal, c'est son quotidien. Donc, monsieur, madame, tout le monde, on va à nos travail, on se promène, on fait notre épicerie, on voit nos amis. Bref, le personnage vit sa petite vie quotidienne sans problème. Il est dans un état de paix. Vient maintenant ensuite l'élément déclencheur. Donc, ici, généralement, ta situation initiale, ça fait un paragraphe. Lorsque tu sautes de paragraphe, on tombe dans l'élément déclencheur. L'élément déclencheur, évidemment, c'est un élément qui vient briser la paix dans l'histoire. C'est un élément qui vient ici briser le rythme de l'histoire. Et il va forcer le personnage à entreprendre une série d'actions pour revenir à l'état initial. Parce qu'évidemment, lorsqu'on se fait déranger, on veut retrouver notre paix assez rapidement. Vous êtes probablement comme moi, on n'aime pas ça se faire déranger, surtout pas en confinement. Donc, lorsqu'on parle du déroulement, le déroulement, c'est la série d'actions que fait le personnage pour ensuite retrouver la paix qu'il souhaite, évidemment, plus que tout. Donc, le déroulement est constitué de péripéties. Les péripéties, ce sont des actions et réactions des personnages qui découlent du déséquilibre causé par l'élément déclencheur. Règle générale, une péripétie correspond à un chapitre de roman. Donc, par exemple, si on prend les livres Harry Potter, que plusieurs d'entre vous ont déjà lus à la maison ou à l'école, chaque chapitre correspond à des actions précises, ou du moins regroupées ensemble, qui suivent un ordre logique. Okay? Donc, lorsque Harry veut sauver Ron, veut découvrir la vérité sur Voldemort, peu importe, chaque chapitre amène des séries d'actions qui amènent au but final de l'histoire. Donc, un chapitre, une péripétie. Dans votre texte à vous, ça va être une péripétie, ou du moins une séquence d'actions par paragraphe. Vient le dénouement. Dénouement qui c'est plus compliqué des fois à comprendre, mais vous allez voir, c'est quand même assez simple. Ça marque la fin de l'histoire. Donc, la fin de l'histoire est marquée par ce que moi j'appelle le combat final. Souvent, le dénouement, c'est le combat final du héros. Tout simplement, c'est la dernière action qu'il pose jusqu'au basculement vers le rétablissement de la paix, vers le rétablissement qu'il voulait souhaiter. Il peut, évidemment, un dénouement, c'est pas toujours heureux. Hein? Il y a des fins, évidemment, dans l'histoire qui ne sont pas heureuses, mais, somme toute, c'est le combat final que pose le héros face à ce qui le tracasse. Donc, on vient résoudre le problème et retrouver le nouvel état d'équilibre. Parce que quand je dis nouvel état d'équilibre, c'est assez simple, c'est tout simplement que des fois, ça ne revient pas comme avant. Donc, le héros, même si ça ne revient pas comme avant, il va quand même avoir un nouveau état d'équilibre. Donc, même si on change d'emploi, par exemple, moi, je change d'emploi, peu importe, mais moi, je retrouve après ça un nouvel état d'équilibre, même si je vis une cassure dans mon quotidien. Ensuite, situation finale indique comment l'histoire va transformer la vie des personnages et comporte parfois une morale. Évidemment, dans les contes, la morale est très importante. Les contes servent évidemment à transmettre une morale aux enfants. Quand on se fait lire soit Blanche-Neige, Cendrillon, toujours une morale à la fin pour évidemment amener à la compréhension de valeurs ou à la transmission de valeurs, parce qu'évidemment les contes existent depuis très longtemps et servaient autrefois que lorsque l'école n'existait pas, parce que l'école n'a pas toujours existé malheureusement, venait à transmettre des valeurs, des cultures justement à chaque nouvelle génération. Donc, si on part de ce schéma-là, 5 parties, quand même assez précises, on tombe dans ce qu'on appelle l'univers narratif. L'univers narratif, c'est ce qui sont les composantes de votre texte. Pour moi, l'univers narratif, c'est les pièces. Mettons qu'on dit que le texte narratif, c'est une voiture, l'univers narratif, c'est les pièces. Qu'est-ce qui vient à l'intérieur? C'est pas l'ordre qu'on les met, l'ordre, c'est le schéma narratif. L'univers narratif, c'est les composantes du texte narratif. Donc, dans l'univers narratif, évidemment, on est dans un monde de fiction ou de réel, dans lequel se déroule le récit. L'univers est composé des éléments suivants. Évidemment, dans une histoire, ce que ça te prend, c'est des personnages. Personnage principal ou des personnages principaux, évidemment, héros ou héroïne, et les personnages secondaires qui peuvent être des adjuvants ou des opposants. Adjuvants, opposants, c'est des mots qu'on n'a pas toujours vus ou qu'on n'a pas encore vus, que je vais vous expliquer. C'est super simple. Adjuvants, c'est les gentils. Opposants, c'est les méchants. Donc, les personnages adjuvants, c'est les personnages qui vont permettre au héros de rétablir sa paix, donc de retrouver l'équilibre. Et les opposants seront ceux qui vont l'empêcher de retrouver l'équilibre qu'il souhaite ravoir après la situation, après l'élément déclencheur. Donc, ici, gentil, méchant, dans votre tête, super clair. Adjuvant, gentil, opposant, méchant. Et des personnages, c'est pas toujours des humains, ça peut être des animaux, ça peut être des objets. Hein, quand on pense à la Belle et la Bête,
que ce soit l'espèce de chandelier ou bref, plusieurs objets qui prennent vie et qui communiquent avec le personnage principal. Donc, évidemment, ce sont des personnages à part entière, même s'ils ne sont pas humains. Même chose pour les animaux. Ou même des sentiments, des fois, qui peuvent prendre l'effet des personnages. Comme le film, par exemple, Sans dessus-dessous, où les sentiments de la jeune fille dans la tête ont eux-mêmes des sentiments propres, ont des personnalités propres. Donc, des sentiments peuvent avoir une interaction avec le personnage et être un personnage à part entière dans l'histoire. Pour les lieux, évidemment, ça peut être n'importe où, ça peut être n'importe quoi, ça peut être une planète lointaine, un pays réel ou imaginaire, un continent, une île, une jungle, une ville, une forêt, une campagne, un quartier, une maison, une chambre. Bref, vous avez compris le principe. On part de gros, on va à petit. Tout simplement, ça peut être n'importe où. Il peut y avoir un enchaînement de lieux. Par contre, faire attention, lorsque vous faites l'écriture d'un texte narratif, c'est important d'avoir une cohérence dans nos lieux. Tu ne peux pas être sur un vaisseau spatial et après ça être dans ta cour sans qu'il y ait le transport ou du moins une raison logique pour le déplacement de lieux. Donc, les lieux, c'est important de garder, on va dire, une chronologie de présence. Donc, les lieux doivent avoir un lien entre eux et le personnage doit avoir un moyen de s'y rendre aussi. Tu ne peux pas juste faire apparaître ton chevalier dans un château comme ça sans qu'il s'y rende à cheval, par exemple. Donc, faire attention pour la présence des lieux. Des fois, lorsqu'on veut, comme on dit, la cohérence sexuelle, c'est pas juste les verbes, c'est aussi la cohérence sémantique, syntaxique. La sémantique, c'est qu'il faut que le sens de nos lieux soit cohérent ensemble. Le temps ou l'époque. Évidemment, dans le futur, à l'époque actuelle, au cours de tel ou tel siècle, au Moyen-Âge, à l'Antiquité, l'hiver dernier, la semaine dernière, bref, le temps ou l'époque vous appartient entièrement lorsque vous faites l'écriture d'un texte narratif. Par contre, sachez que vous devez avoir une grande cohérence aussi, comme j'ai dit au début, une époque, si on choisit une époque donnée, on doit garder la même époque tout le long de l'histoire, on doit garder la cohérence de nos actions à travers ce temps-là. Donc, si on prend un texte dans le Moyen-Âge, on ne commencera pas ensuite à parler qu'il se rend à la bagarre avec le dragon en voiture. Ça n'a pas de sens. Donc, on doit garder tous les éléments en cohérence ensemble. Il faut que toutes les pièces s'embriquent ensemble et du moins fonctionnent pour garder la cohérence sexuelle, ce qui va faire un bon texte ou pas. Pour ce qui est de l'atmosphère du récit, l'atmosphère, évidemment, c'est fantastique, humoristique, dramatique, réaliste, horreur, suspense. L'atmosphère peut être différente, on peut même cumuler des atmosphères ensemble. On peut avoir un texte qui peut être fantastique, mais aussi en comédie. On peut avoir un texte fantastique, mais plus dramatique, plus réaliste. Là. Par exemple, si on prend Le Seigneur des Anneaux, c'est un texte qui est tout à fait dans le fantastique, mais qui a des éléments dramatiques aussi, de la mort de personnages, des bagarres sanglantes. Donc, évidemment, ici, on peut mettre des atmosphères différentes, excusez-moi, en fonction de nos séquences d'action dans nos paragraphes, dans nos chapitres. On va sauter ici la petite partie note. Oui, on va aller directement à la narration. Narration qui est très importante, mais qui est quand même assez simple à comprendre. Dans un texte narratif, le narrateur est celui ou celle qui raconte l'histoire. Il peut être impliqué dans le récit ou non, être plus ou moins neutre, donner la parole aux divers personnages, soit en rapportant leurs paroles ou en utilisant des phrases incises, soit en annonçant un dialogue. Donc, ce qu'on veut dire, c'est qu'un narrateur, c'est la personne qui va lire le récit pour toi. Donc, quand tu vas lire le texte, c'est le narrateur, c'est lui qui explique l'histoire. Mais le narrateur, c'est pas toi qui l'écris. Même si tu écris le texte au jeu, le jeu n'égale pas toi non plus. Tu peux écrire un texte au jeu et que le jeu soit un personnage principal qui est très différent de toi. Donc, dans la narration, c'est important que la narration soit claire pour que le lecteur puisse se situer. Est-ce que c'est l'auteur qui me parle ou c'est un personnage dans le texte? On commence avec le narrateur le plus présent dans les histoires, qui est le narrateur omniscient. Il est un narrateur externe, parce qu'il est à l'extérieur du récit. Donc, le narrateur omniscient, il est fréquemment utilisé dans les récits. Généralement, c'est le plus utilisé à 90% du temps. Il sait tout des lieux, de l'époque, de l'intrigue. Donc, évidemment, c'est comme un dieu. Donc, il est omniscient, il voit tout, il sait tout. Il connaît les pensées des personnages, il connaît leurs sentiments, il peut même prévoir les réactions des personnages face à certains événements. Il en sait plus qu'eux-mêmes à leur sujet. Donc, évidemment, il va connaître plus les personnages que les personnages vont se connaître eux-mêmes, parce que souvent, ça reflète la pensée de l'auteur. Il peut raconter ce qui se passe à plusieurs endroits en même temps. Donc, évidemment, il peut se déplacer. Donc, tu peux raconter ce qui se passe à un endroit et ce qui se passe à un autre endroit simultanément. Il connaît les événements passés. Il peut prévoir la manière dont les personnages réagiront.
Le récit est alors raconté à la troisième personne. Donc, on va utiliser le « il » pour écrire lorsqu'on utilise la narration omnisciente. Le type de narrateur est prisé en général par les écrivains parce que c'est une manière la plus simple des fois d'écrire une histoire lorsqu'on se sépare de notre texte et on n'écrit pas au jeu. Donc, on donne vie littéralement à notre personnage par la troisième personne du singulier. Et cette dernier permet un contrôle absolu sur leur histoire. Évidemment, lorsqu'on a un contrôle absolu sur l'histoire, c'est facile d'écrire et de faire réagir nos personnages lorsqu'on sait d'avance ce qui s'en est, alors que lorsqu'on fait une narration ou qu'on voit juste un point focal, c'est difficile pour l'auteur de garder une cohérence tout au long du récit lorsqu'on pense juste au jeu, par exemple. Donc, en sachant tout à l'avance, il peut permettre aux personnages de réagir en fonction des péripéties ou des actions qui sont prises contre eux ou par eux. Aussi, c'est un type de narrateur qui est notamment utilisé dans les récits d'aventure ou les romans policiers, parce qu'évidemment, le lecteur va en connaître plus, ou va connaître en même temps que le détective tous les faits divers, ou va même des fois en connaître plus. On prend le roman Le collectionneur de Christine Bouillette. L'écrivain, l'auteur, nous permet d'apprendre à connaître le tueur avant même que le personnage principal le connaisse. Donc, on a cette espèce de point de vue-là qui nous permet d'en connaître plus que les personnages dans l'histoire grâce à la narration omnisciente. On passe au deuxième type de narrateur, le narrateur témoin, qui est toujours un narrateur externe. On avait deux types, on avait externe et on avait interne. Le narrateur témoin, il ne sait pas tout, il n'entre pas dans la pensée des personnages. Il s'agit un peu comme une caméra cachée quelque part. Alors, lorsque je parlais de point focal tantôt, un narrateur témoin, c'est ça. C'est une caméra, c'est un angle de vue qui voit tout ce qui passe devant lui, mais qui ne sait pas ce qui se passe derrière, ni dans ses angles morts. Donc, ça peut être un personnage ou tout simplement un point de vue. Donc, tu parles de ce qui se passe dans un lieu, comme une caméra, mais tu ne peux pas voir ce qui se passe dans la tête des personnages ou à l'extérieur de ton angle de vue. C'est une narration qui est statique et qui est basée sur un point de vue précis. Le récit est alors aussi raconté à la troisième personne. Parce que lorsqu'on a des narrations externes, c'est toujours la troisième personne du singulier qui est utilisée. Ensuite, troisième narrateur, le personnage principal, qui est évidemment un narrateur interne, qui fait partie de l'histoire. Il raconte sa propre histoire en livrant ses observations sur les événements, les personnages, les lieux, et en expliquant ce qui se passe, comment il réagit, les émotions et les sentiments qu'il ressent devant chaque situation. Le récit est alors raconté à la première personne. Dernier narrateur, qui est le personnage secondaire interne. Donc, évidemment, ici, c'est raconté toujours à la première personne du singulier. Il fait partie de l'histoire sans en être le personnage principal. Il ne sait pas tout et il se contente de rapporter sa perception sur ce qui se passe. Et ses observations sur les personnages, les lieux et les événements. Donc, le personnage secondaire raconte ce qu'il voit, mais c'est pas lui qui prend part aux actions et c'est pas lui qui fait les actions qui fait avancer l'histoire. Il fait tout simplement accompagner le personnage principal dans sa quête et raconte à sa manière ce qui se passe devant lui, sa vision, sa compréhension des choses. Évidemment, c'est une narration qui est écrite au jeu. Donc, on se souvient, petite révision, narration externe, on écrit au « il », narration interne, on écrit au « je ». Très important. On va continuer on va essayer de se dépêcher pour prendre trop de temps. On va sauter évidemment schéma potentiel, qui n'est pas nécessaire à voir pour l'instant. Et je vais vous laisser avec, évidemment, un exercice sur le schéma narratif. Donc, le schéma narratif, vous allez pouvoir faire à la maison. C'est tout simplement choisir une histoire. Quand je dis une histoire, c'est pas juste de prendre un roman. Je sais qu'à la maison, c'est pas tous les gens qui ont des romans, ou du moins, qui ont des romans qui les intéressent. Ça peut être un film, ça peut être une émission de télé, ça peut être une série sur Netflix. En ce moment, on sait qu'en confinement, vous devez en écouter quelques séries, quelques émissions, hein, ça fait passer le temps. Donc, ça devrait être assez facile pour vous de vous trouver une histoire qui vous plaît, qui vous stimule un peu. Donc, ce qu'on va vous demander de faire, évidemment, au niveau de la situation initiale, c'est qu'est-ce qui se passe au début. Généralement, la situation initiale, dans une série, par exemple, c'est le premier épisode, l'épisode pilote qu'on appelle, correspond à la situation initiale, et survient à la fin de l'épisode, généralement, l'élément déclencheur qui vient ensuite nous expliquer, qui vient amener une cassure et nous amener dans l'histoire directement. Donc, quelles seront les séquences d'action au cours des prochains épisodes que le héros va faire pour retrouver l'état d'équilibre qu'il avait au début. Donc, encore une fois, dans le déroulement,
Chaque épisode va correspondre à une série de péripéties, une série d'actions. Dans un roman, comme on a dit, chaque chapitre correspond à une série d'actions ou de péripéties. Ensuite, le dénouement, c'est généralement le dernier épisode, l'avant-dernier épisode, mais plus généralement, c'est le dernier épisode, où on voit le combat final, où on voit la résolution du problème du héros, ou tout simplement, s'il n'y a pas de résolution, de voir une conclusion à la série d'actions, pour ensuite amener vers une deuxième saison, la saison suivante, et un nouvel état d'équilibre ou de déséquilibre pour le personnage pour faire poursuivre l'histoire. J'espère que la petite vidéo vous a plu et je vous souhaite de passer une très belle semaine. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous écrire sur les différents médias que vous utilisez à la maison. Merci, bonne journée.